Suicide dans les étables, éleveurs étranglés par les industriels et par les banques, prix du lait en chute libre depuis 1 an. Le tableau de l'agriculture française est très sombre. Comment a-t-on pu en arriver là ? Ce sont les consommateurs qui, à un moment donné, se sont dit dans une réunion toute simple, combien il manque sur 1 litre de lait pour qu'un producteur vive de son métier. Le XXe siècle a été marqué par de nombreuses crises du lait. La France, puis l'Europe, décident alors de mettre en place des quotas laitiers afin de réguler la production et de stabiliser les prix. En 2015, ces quotas sont abolis et souvent remplacés par des droits à produire, soumettant à nouveau le prix et la production du lait aux lois du marché. Les prix payés aux éleveurs baissent fortement, provoquant une nouvelle crise en 2016. Depuis 2017, ils sont cependant en augmentation régulière. En parallèle, les initiatives de création de filières plus justes et équitables se multiplient, laissant penser que consommateurs et éleveurs ont la volonté d'écrire une autre histoire. Comment les éleveurs vendent-ils leur lait ? Qu'y a-t-il derrière le prix de notre brique de lait ? Être éleveur, est-ce seulement produire du lait ? Au cours de nos voyages, nous avons eu l'occasion de visiter 3 exploitations laitières, au profil et au système très variés. La ferme Idiartia, où travaille Yon Arlouchette, éleveur dans le Pays Basque, qui produit ses yaourts artisanaux et les vend en direct. Le GAEC LG Bio, tenu par Franck Dalifard et Damien Robert, 2 éleveurs associés du Maine-et-Loire qui possèdent un robot de traite. Et enfin, le ARL de l'Aubertière, une ferme familiale où Hervé et Lisiane Marteau ainsi que leur fils Anthony élèvent un troupeau de vaches laitières et allaitantes. Voilà, du coup, on a un droit à produire aujourd'hui, puisque du coup on parle plus de quotas. Un contrat en fin de compte avec notre laiterie aujourd'hui qui est Lactalis, avec un droit à produire de 780 000 litres. Le lien avec la laiterie Lactalis, nous aujourd'hui ça se passe très bien. On en est content. Voilà. Après il y a sûrement des détails où on pourrait améliorer sans doute avec eux. Donc le ramassage de lait, c'est tous les 3 jours. On ne rencontre pas forcément le laitier de la laiterie. C'est Lactalis qui nous paye, on est récolté par Orial. Après, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'ils font des économies de transport. Donc écologiquement, voilà, on est avec eux aussi par rapport à ça. Par contre, voilà, on a du mal à avoir une transparence sur nos produits qui sortent même de la laiterie. Lactalis, on a du mal à savoir quels produits bio ils sortent aujourd'hui, nous même en tant qu'éleveurs. Franck et Damien commercialisent en circuit long. Après la traite, le lait est stocké dans un tank afin de le conserver. Un contrat avec leur laiterie fixe la quantité de lait qu'ils peuvent produire chaque année. Toutes les 72 heures, un camion-citerne vient collecter du lait sur la ferme. Il le livre ensuite à la laiterie qui le transforme en lait UHT, en fromage, en crème ou en yaourt. Pour vous donner des repères, en moyenne, en 2018, les éleveurs en bio ont été payés 469 € les 1000 litres de lait, soit 47 centimes par litre de lait produit. Et à l'achat, en tant que consommateur, nous payons en moyenne 1,10 € le litre de lait. Les Marteaux ont le même circuit de commercialisation que Franck et Damien, mais en conventionnel. Les prix du lait sont donc différents. 339 € les 1000 litres en moyenne, soit 34 centimes par litre de lait, et il est acheté par le consommateur 85 centimes le litre en moyenne. Ah, donc ça veut dire que lorsque j'achète ma brique de lait au supermarché, 40% de ce que je paye revient à l'agriculteur ? Eh bien non, ce n'est pas si simple que ça. Une fois arrivé à la laiterie, le lait est transformé en de multiples produits à valeur ajoutée très différentes, comme le fromage ou le beurre. Donc le prix payé par les consommateurs n'est pas représentatif de ce que touchent les éleveurs. En 2018,
Environ 54 000 exploitations ont vendu tout ou une partie de leur lait en laiterie, soit la quasi-totalité des exploitations laitières en France. Parmi celles-ci, une exploitation sur 10 vend une partie de son lait en circuit court, comme l'a fait Yon. Une dizaine d'années, en fait, je vendais le lait revendait en direct, était valorisé en bio, puisqu'on disait qu'il était en bio, mais je vendais le reste de ma production en lait conventionnel, il n'était pas valorisé en bio pendant une dizaine d'années, parce qu'il n'y avait pas de collecte. Donc j'étais le seul, j'étais le seul au Pays Basque à faire du lait en bio. Donc ce qui m'a motivé, c'est qu'il faut que je trouve quand même un moyen de valoriser ce lait en bio, quoi. C'est quand même dommage. Donc, après, je me suis recentré un petit peu sur les projets sur la ferme, et donc j'ai lancé le travail sur le yaourt en créant ce labo ici. Une des raisons aussi, c'est que donc on vendait donc du lait cru déjà dans les collectivités, au collège, au lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port, ces endroits où ils m'avaient dit qu'ils étaient intéressés aussi par des yaourts pour les écoles, tout ça. Donc c'était aussi, je voyais là qu'il y avait un marché aussi pour le yaourt. C'est important aussi quand on fait un produit de voir s'il y a moyen de le vendre. Pour valoriser sa production, Yon a choisi de transformer une partie de son lait en yaourt. Le reste est livré en laiterie. Les yaourts sont vendus en direct ou en circuit court à différents clients. Mais comme il le rappelle, ce débouché n'a été possible que parce qu'il y avait une demande locale. Le mode de commercialisation n'est pas le seul paramètre à prendre en compte dans le prix du lait. Comme dans toute entreprise, les éleveurs doivent équilibrer leurs produits et leurs charges. Parmi les charges, on compte notamment le foncier, les bâtiments, l'alimentation des animaux, les approvisionnements et frais de gestion, les machines, mais aussi le travail des salariés et de l'exploitant. Les produits comportent la vente du lait, des veaux et vaches de réforme qui seront vendus aux abattoirs, mais aussi les aides de la PAC et des assurances. En 2018, une étude a montré que les charges moyennes d'un élevage laitier conventionnel s'élevaient à 496 € les 1000 litres et les produits à 450 € les 1000 litres. Afin de rééquilibrer ce bilan et rester viable, beaucoup d'éleveurs se voient contraints de réduire leur propre rémunération, leur laissant souvent moins d'un SMIC. Mais d'autres leviers sont aussi à leur disposition. Nos éleveurs vont vous expliquer, par exemple, comment ils optimisent leur système. Le passage en bio de 2009, du coup, qui a été fait avec moi et ma femme. Nous, on a fait une formation au niveau de la Chambre d'agriculture pour savoir si notre exploitation elle était viable en bio. Parce que du coup, on était vraiment assis entre deux chaises, hein, c'est ce que j'expliquais. On avait le conventionnel un peu extensif, et puis le conventionnel qui était intensif d'un côté. Et entre les deux, du coup, on n'était pas valorisé, quoi. Donc, il valait mieux passer en bio et puis valoriser nos produits mieux. L'idée, c'est d'avoir, donc, quand on fait de la transformation, on fait de la transformation et on doit faire aussi de la commercialisation. Donc, il y a tout ce qui est répartition, distribution et répartition, livraison des produits, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, l'idée, c'est d'avoir vraiment un troupeau et des vaches qui me fassent pas perdre du temps sur des problèmes sanitaires, tout ça. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que j'ai d'imprévus. Parce que si j'ai des imprévus, je ne suis pas forcément là ou je n'ai pas forcément le temps de m'en occuper parce que je suis en livraison ou quoi. C'est le choix d'avoir des animaux qui roulent, quoi. C'est ça l'idée. Donc on essaye d'être le plus autonome possible parce que c'est les correcteurs et les achats extérieurs d'aliments coûtent cher. Donc tout ce qu'on peut produire, on le produit sur l'exploitation. Mes parents ont toujours fait la transformation de céréales à la ferme, donc avec de l'aplati. Donc c'est un camion extérieur qui vient aplatir les céréales qu'on récolte chez nous. Donc ça permet d'économiser des achats extérieurs. Ça a un coût de 30 € par tonne pour broyer ces céréales-là. Et donc là, ça permet qu'ils soient digestibles par la vache. Et autrement, on achète quand même, parce qu'on n'est pas 100% autonome, notamment au niveau azote, c'est assez compliqué. Donc on achète quand même du correcteur. On achète aujourd'hui peut-être 50 tonnes par an de correcteur. L'achat d'aliments extérieurs est un poste de dépense si important que Franck et Damien font le choix de produire moins de lait pour éviter d'acheter plus d'aliments.
Aujourd'hui, on a 100 vaches qui produisent, on va dire en moyenne, on est à peu près à 7000 litres par vache. Donc voilà, on arrive à nos 700 000. Alors pourquoi on ne va pas jusqu'à notre droit à produire aujourd'hui? Nous, c'est le manque d'alimentation qu'on a. Donc on fait le choix de faire moins de lait, parce que du coup, on est obligé d'acheter de la nourriture sinon en face. L'autonomie alimentaire du troupeau est donc centrale. Mais ce n'est pas le seul élément sur lequel les éleveurs peuvent travailler pour limiter leur charge. Dans chacune de ces fermes, il y a également une recherche d'autonomie en termes d'intrants dans les cultures, de soins aux animaux, de paille pour la litière et d'autres encore. En bref, il s'agit de faire des choix à chaque instant qui permettront de valoriser au mieux les ressources. Et l'objectif, c'est comment, avec la structure que j'ai, les surfaces que j'ai, en gros j'ai 32-33 hectares de surface en tout. Là-dedans, il y en a 12 qui sont labourables, sur lesquels on peut faire une rotation avec des cultures, du maïs, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est voir comment je mets en place un système qui optimise au mieux voilà, cet écosystème-là, qui est ma petite ferme. Voilà. C'est ça un petit peu le fil conducteur de la réflexion. C'est ces surfaces-là qui conditionnent le nombre de vaches, puisque l'idée, c'est d'être effectivement le plus autonome possible avec ces surfaces-là et qu'on valorise le mieux possible ces surfaces-là. Pour résumer, nos 3 éleveurs ont des systèmes différents, qui les optimisent en premier lieu en fonction de leur surface, des reliefs, du climat et des sols de leur région. Ces conditions pédoclimatiques, associées à leur pratique d'élevage, déterminent en grande partie le nombre de vaches ainsi que la quantité de lait qu'ils produisent à l'hectare. Vient ensuite le choix du mode de commercialisation et de valorisation du lait, qui influence l'ensemble du fonctionnement de leur système. Ici, il faut aussi prendre en compte la diversité des produits vendus par les éleveurs. Par exemple, les marteaux possèdent des vaches allaitantes, dont ils vendent la viande, et Yon valorise une partie de son maïs pour l'alimentation humaine. Bien sûr, il faut comprendre que chaque éleveur a son histoire, ses envies et aspirations personnelles, qui déterminent également le fonctionnement de sa ferme. Tous ces facteurs conduisent les éleveurs à répondre à des attentes et des demandes différentes des consommateurs. Pour vous donner des ordres de grandeur, en prenant en compte la consommation moyenne des produits laitiers des Français, Yon pourrait répondre entièrement aux besoins de 460 personnes par an, Franck et Damien à la demande de 3400 personnes, et les marteaux de 2200 personnes. Les agroécosystèmes sont des combinaisons d'écosystèmes et de systèmes agricoles. Ces espaces sont valorisés par l'homme, généralement à des fins alimentaires. Quand on achète une brique de lait, on pense payer l'acte de production. Mais en réalité, celui-ci n'est possible que parce que l'éleveur travaille à entretenir l'agroécosystème dans lequel évolue son troupeau. Les vaches ont d'ailleurs une place particulière dans ces agroécosystèmes. Bon, la base, une vache, c'est d'abord un ruminant. Elle a vraiment un appareil digestif qui est vraiment fait pour valoriser l'herbe et la fibre. C'est vraiment sa spécificité. Même si aujourd'hui, la plupart du lait qu'on achète n'est pas fait avec de l'herbe, mais c'est quand même ça la base. Et c'est vraiment l'intérêt de la vache, c'est qu'elle a cette capacité à bien valoriser la fibre. Donc l'idée, c'est vraiment de l'utiliser pour ce dont elle est faite, c'est-à-dire pour manger de l'herbe. C'est pour ça qu'on a mis un système de pâturage, d'optimisation de la pâture. C'est ça. Faire en sorte qu'elle valorise le mieux et le plus possible l'herbe des surfaces qu'on a autour de la ferme. Ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas de stockage, c'est au fur et à mesure qu'elle pousse, elle est consommée. Le travail, elle le fait elle-même, il n'y a pas besoin de machine. Elle le coupe, elle le digère, elle le fait tout elle-même, il n'y a pas vraiment. Ensuite, en même temps qu'elle mange, elle fait l'épandage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de stocker du fumier, des déjections et de les épandre. Donc ça fait récolteuse, épandeuse, fertiliseuse. Et pendant qu'elles font ça, qu'elles sont en pâture, moi j'ai du temps pour faire autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment l'idéal. Quand il y a de l'herbe qui pousse, que les vaches sont dehors, c'est le top pour moi. C'est là où je suis le plus heureux et les vaches aussi, parce qu'elles sont faites pour ça. En effet, la première chose que beaucoup d'éleveurs laitiers entretiennent dans l'agroécosystème de leur ferme, ce sont les prairies. L'objectif, c'est de valoriser au maximum la pâture. Voilà. Donc,
J'ai mis en place un système de pâturage tournant, en fait. Voilà. Donc elles ont des parcs. En gros, l'idée qu'elles ont un parc pour chaque jour, jour-nuit. Donc dès qu'il fait beau et dès qu'il y a de l'herbe, jour et nuit, elles pâturent. Donc je les sors je les rentre pour la traite le matin, je les rentre pour la traite le soir. Et ça va du mois de mars jusqu'au mois de septembre, octobre, tant qu'il y a de l'herbe. Le but, c'est de valoriser au mieux l'herbe et de ne pas pénaliser la repousse. Donc si au bout de 2 jours, l'herbe elle repart, et c'est super appétant, donc les vaches elles vont avoir tendance à raser, à retirer la petite feuille, puis elles repoussent, et là c'est ça qui épuise la plante. Donc en faisant 24 heures, elle pâture, et du coup après elle passe dans l'autre paddock, et donc elle ne peut pas revenir sur ce qu'elle a déjà pâturé. Et donc nous ça dure 48 heures parce qu'on a le troupeau de vaches allaitantes derrière. Il suit les vaches laitières en fait avec un paddock de décalage. Et donc c'est plus pour consommer les refus, pour encore avoir une meilleure repousse au tour d'après en fait. Les refus, donc c'est ce qui n'est pas pâturé, ce qui est moins appétant pour les vaches. Il faut savoir, elles sélectionnent, elles arrivent à sentir et savoir si ce sera bon ou pas. Les éleveurs sont aussi des cultivateurs. Ils participent donc à l'entretien du sol et de la vie qui s'y trouve. Par rapport à tout ce qui est la vie dans le sol, oui, ça manquait énormément. Et du coup, vu qu'on s'intéresse de plus en plus à la réduction du travail du sol, il faut bien remplacer ça par quelque chose. Et donc on fait travailler vers de terre et on aide. Il faut les nourrir, donc on fait les couverts, le fumier, pour qu'ils se développent au maximum, quoi, et qu'ils remplacent ce travail mécanique. C'est un autre cheptel en fait, on n'y pense pas toujours, non mais c'est vrai. Le problème c'est ça, c'est qu'on pense à nourrir le cheptel qu'on a en vrai, quoi, le cheptel de production. Mais le cheptel du sol, c'est un autre gros cheptel à nourrir et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ça a été oublié, oui, on apportait vraiment ce qu'il fallait à la plante alors que nous on pense qu'il faut apporter au sol pour que le sol fournisse la plante. Et ce sera bien que meilleur, quoi, pour la santé de la plante. Que quand tu amènes les fertilisants, tu amènes une grosse quantité d'un coup. Donc la plante, elle aime bien forcément, mais c'est ça qui la fragilise. C'est vraiment c'est pas une alimentation régulière sur sa vie, c'est vraiment des séquences. Quand tu as fait un apport, même qu'on fasse 3-4 apports, tu amènes une grosse quantité d'un coup de matière minérale. Et ça la booste, mais ça la fragilise en même temps. Mais pour cultiver les sols, il faut un accès équilibré à l'eau. Pas assez et les cultures dépérissent. Trop et c'est l'inondation assurée. Quand on veut faire une demande d'une réserve d'eau pour irriguer nos cultures, aujourd'hui on est refusé. Pourquoi ? Parce que du coup on n'a déjà pas le droit de faire des trous n'importe où, parce que en tant qu'agriculteur on n'a que la surface de la terre, donc la terre arable qui nous appartient. Donc déjà dès qu'on descend il faut faire des demandes d'autorisation. Alors aujourd'hui un peu partout on est refusé parce que c'est des terrains hydromorphes, enfin les gens préfèrent faire des trous d'eau là où il y a de l'eau, quoi. Et on nous autorise à faire des trous d'eau là sur les buts en fin de compte où il n'y a pas d'eau, quoi. Donc c'est assez contradictoire. À côté de ça, tous nos petits cours d'eau qui passent dans la région ou qui passent sur la France, ils font tout pour faire circuler l'eau très vite en fin de compte. Donc aujourd'hui, tout ce qui est inondation qu'on a en France, en fin de compte, l'agence de l'eau en est pour quelque chose. Nous on a un petit cours d'eau, ça va faire sur 20 ans, ça va faire 4 fois qu'ils interviennent dessus. Tout ça pour faire les mêmes bêtises en fin de compte. En fin de compte, ils nous mettent des barrages pour arrêter l'eau l'été et la faire circuler l'hiver. En fin de compte, c'est des clapets, c'est comme des dominos qu'on fait tomber en fin de compte. Dès que la première vague elle passe sur le premier barrage, ça vient. Et du coup, nos villages qui sont dans les fonds se sont trouvés inondés. Un peu comme aujourd'hui, qu'on trouve un peu partout en France en fin de compte. En amont de ça, ils ont fait des retenues sèches qu'ils appellent. Donc c'est vraiment le beau nom, retenue sèche, puisque du coup, elles sont toujours sèches, même quand il pleut beaucoup. Là, même en ce moment, elles sont sèches, quoi. Alors qu'on a de l'eau dans les champs, mais... Donc ça c'est vraiment pas des retenues pour moi. Et nous sur l'exploitation, là, on a un cours d'eau, donc on suit sur 2 km. Et on avait avant, là, 15 ans de ça, nos champs, on avait des montées d'eau qui duraient entre une semaine, 15 jours.
Du coup, personne n'était inondé. Enfin, c'était prévu comme ça depuis des années et des années. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus ces montées d'eau-là. Par contre, on a des inondations plus longues. C'est ça. Et puis à l'été, on a des rivières qui sont sèches. En bref, les 3 éleveurs que nous avons rencontrés ont un lien fort à leur terre et à l'écosystème qui les entoure. Cela fait même partie du plaisir que leur apporte ce métier. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est de trouver des petites astuces, des combines, des complémentarités qui permettent toujours l'idée d'optimiser l'écosystème. Alors, le plaisir d'être agriculteur, c'est le plein air. Enfin, on travaille avec la saison. Enfin, c'est toujours le climat qui nous dit le matin, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Donc ça, c'est vraiment agréable. Notre métier, c'est un jeu, en fin de compte, on joue tous les jours. Le matin, tu te lèves, comme ce matin, il pleut. On sait que cet après-midi, les vaches, elles vont pas avoir d'herbe, parce qu'on ne pourra pas aller au champ. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, mais c'est du jour, c'est le jour, quoi. Donc on a ce petit truc-là où on contrôle pas nous-mêmes, et qui est très agréable dans notre métier, en fin de compte. Au vu des services rendus par nos 3 éleveurs pour l'entretien de nos paysages et de nos territoires, le maintien de sols vivants et bien entendu notre approvisionnement quotidien en lait, on peut se demander si nous payons notre brique de lait au juste prix.